l'Empress of Ireland, en fait, c'est un navire qui appartenait au Canadien Pacifique. Donc, le Canadien Pacifique, là, au début du 20e siècle, va faire construire deux grands navires, donc l'Empress of Britain d'abord, puis l'Empress of Ireland quelques mois plus tard. On parle de deux navires jumeaux qui sont construits principalement en ayant comme objectif d'aller chercher la clientèle immigrante qui arrive du nord-ouest de l'Europe et puis qui veut s'en venir ici en Amérique du Nord. Là. Donc, on fait construire ces deux grands navires-là qui vont effectuer à chaque semaine la liaison entre Québec et Liverpool. On raconte cette histoire-là depuis les années 80 grâce à une série d'artefacts, d'objets qui ont été sortis par les plongeurs de la région, qui a été mis en commun. On expose autour de 200 objets récupérés et on raconte l'histoire du navire, de sa construction jusqu'à son naufrage. Ces deux grands navires-là, imaginez, chacun arrive à Québec là, à une semaine d'intervalle, donc une semaine l'Empress of Ireland, la semaine suivante l'Empress of Britain. À chaque fois, c'est plus ou moins entre 700 et 1000 immigrants qui se trouvent à bord des navires. Les immigrants vont venir de différents pays d'Europe. On peut nommer l'Écosse, on peut nommer l'Irlande, l'Ukraine aussi, là, qui vont envoyer des immigrants assez nombreux. Ces gens-là viennent ici principalement pour chercher du travail. Donc, dans le nord des États-Unis, à ce moment-là, on a Ford, les industries chez Ford qui se développent et donc qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et il y a le gouvernement canadien au même moment qui cherche des gens pour aller peupler les provinces de l'Ouest. L'Empress of Ireland quitte le port de Québec le 28 mai 1914 vers 16h30 en fin d'après-midi. Il va faire un arrêt devant Rimouski pour débarquer le courrier et devant Pointe-au-Père pour débarquer le pilote Bernier. Il est à peu près 1h du matin à ce moment-là. Et l'Empress reprend un cap vers le large pour éventuellement reprendre l'est en direction de l'Atlantique. À ce moment-là, il y a un second navire, le Storstad, qui est un charbonnier norvégien conçu à la manière d'un brise-glace, ce qui n'est pas anodin là, dans le cas ici. Et ce navire-là, il entre dans le Saint-Laurent. Donc, comme il remonte en direction de Montréal, lui doit s'arrêter ici pour prendre un pilote qui va le guider sur son trajet. Et les deux navires vont se voir de loin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un banc de brouillard qui enveloppe complètement les deux navires. Les navires vont se perdre de vue en plein brouillard. Et là, de toute évidence, il y a confusion entre les deux navires sur la façon dont doit se faire le croisement. À bord de l'Empress of Ireland, on a vu l'autre navire arriver avant le brouillard, puis on se dit l'autre navire s'en vient passer entre moi et la côte. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on croit, c'est que l'Empress of Ireland s'est dirigé légèrement vers le large pour lui céder de l'espace. L'autre navire, le Storstad, qui va en sens inverse, croit lui aussi que l'Empress s'en vient passer entre lui et la côte et aurait possiblement pris un cap un peu vers le large pour céder de l'espace à l'autre navire. Et donc, dans ce contexte-là, on a deux navires qui se dirigent exactement au même endroit, en plein brouillard. Et lorsqu'ils vont reprendre visuellement le contact l'un à l'autre, ils sont perpendiculaires. Donc, le Storstad s'apprête à éperonner l'Empress of Ireland. Il est environ 1h30 du matin. Les passagers dorment à bord de l'Empress of Ireland. Il y a l'équipage, ou une partie de l'équipage du moins, là, qui est en fonction à ce moment-là. Et donc, le Storstad va frapper l'Empress of Ireland en plein centre, sur tribord, directement entre les deux cheminées du navire, ce qui va laisser un trou béant sur le flanc tribord de l'Empress of Ireland, qui va se coucher sur son flanc en moins de 10 minutes après la collision et disparaître de la surface de l'eau 4 minutes après s'être couché, donc environ 14 minutes après le moment de l'impact. L'Empress of Ireland, un navire de 170 mètres, est complètement disparu de la surface du Saint-Laurent. Donc ici, en fait, on a deux maquettes qui représentent les deux navires là, qui sont en cause dans la collision. Donc d'abord ici, l'Empress of Ireland et puis le charbonnier norvégien, le Storstad. À noter que les deux maquettes sont à la même échelle. Donc ça permet vraiment de comparer là, finalement la taille des navires l'un par rapport à l'autre. Donc on parle d'un navire d'environ 170 mètres pour l'Empress of Ireland, puis 130 mètres environ là, pour le Storstad.
Donc, par rapport à l'endroit où on se trouve, l'épave, elle est à 13 km au nord-nord-est, vis-à-vis le village de Sainte-Luce, qui est le village voisin à l'est d'ici. Et pour les plongeurs, on doit descendre à une quarantaine de mètres de profondeur dans le Saint-Laurent pour atteindre l'épave. Il y avait 1477 personnes à bord. Il y a eu 1012 victimes et 465 survivants. Donc, on parle d'une proportion d'un tiers de survivants pour 2 tiers de victimes environ. Et parmi les survivants, en proportion, on va retrouver un nombre important de membres d'équipage qui, eux, connaissent mieux les issues du navire, qui vont en sortir rapidement, et de passagers en première classe dont les cabines donnent sur les ponts promenades, et donc pour qui c'est plus facile aussi sortir du navire. À l'opposé, pour les passagers en deuxième et troisième classe qui se trouvent dans les ponts inférieurs du navire, c'est bien difficile de trouver les issues, considérant que la collision s'est produite sur les moteurs du navire et donc coupe l'alimentation électrique à bord. Donc, les gens se réveillent en pleine nuit, ne connaissent pas très bien le navire et il fait complètement noir. Donc, les gens vont rester emprisonnés dans l'Empress of Ireland. Ça reste dans l'histoire de la ville de Rimouski comme étant une grande tragédie et tout le monde, cette histoire-là, passe de génération en génération. Il y a des gens qui ont des objets qui ont été récupérés en 1914, qui se transfèrent de famille en famille. Alors, c'est une histoire connue et les gens veulent qu'on n'oublie pas cette histoire-là. Le Titanic a mis environ 2h30 à couler, alors que dans le cas de l'Empress of Ireland, on évalue à environ 14 minutes finalement pour le navire à couler. Et dans les deux cas, c'est le tiers des gens qui vont s'en sortir, ce qui est à mon avis très surprenant là, dans le cas de l'Empress of Ireland. Et ça s'explique par le fait que le second navire, le Storstad, lui ne coule pas suite à la collision. Donc ça prouve va s'enfoncer mais ne sera pas déchiré, donc le navire peut demeurer à flot et son équipage va mettre à l'eau les chaloupes de sauvetage pour aller repêcher les survivants du naufrage à l'Empress of Ireland. Donc, c'est le plus important naufrage qui ne s'est jamais produit en eau canadienne. C'est un naufrage, cette histoire-là va faire le tour du monde dans les nouvelles. On va en parler sur toute la planète. C'est vraiment un événement là, qui marque les esprits et qui va rapidement être oublié toutefois parce que 2 mois, jour pour jour, après le naufrage à l'Empress of Ireland, la Première Guerre mondiale va se déclencher. Et à ce moment-là, les médias vont se mettre à parler d'autres choses, finalement. Moi, j'avais entendu parler que du Titanic. Oui. C'est vrai, on entend. Et régulièrement, il y a des trucs, des fouilles qui ont été... on a repêché des trucs. Mais que du Titanic, jamais ça, j'ai jamais entendu. C'est la soudaineté du naufrage, je crois, 14 minutes. À la limite, on met de côté tout le côté humain, presque. C'est très bizarre. Puisque pour le Titanic, il y avait 2 heures et quelques. Ceci dit, effectivement, on a eu le film de Cameron qui nous raconte tout cela. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses liées aux personnes, mais moins que j'aurais pu l'imaginer. L'épave est devenue un bien culturel subaquatique parce qu'évidemment, il y a quand même 1000 personnes qui sont mortes lors de cet événement. Le patrimoine maritime n'est pas très grand au Québec. C'est des histoires, la plupart du temps, qui sont oubliées. Il y a très peu de structures, sauf les phares qui sont liés. Les quais ont été pour la plupart détruits ou en tout cas pas entretenus. Ils sont inutilisables aujourd'hui. Au niveau des navires, très peu de navires sont mis en valeur. C'est comme si on avait très peu d'histoire maritime, malgré le fait qu'il y a 400 ans où les navires remontent le Saint-Laurent. C'est la porte d'entrée du Canada, de tous les immigrants, de tout le développement du Canada qui s'est fait vers l'Ouest canadien. Mais il y a vraiment peu d'histoires qui sont connues là, et mises en valeur.
En fait, il y a eu une commission d'enquête qui a été menée par la suite, donc avec le même commissaire qui avait enquêté sur le naufrage du Titanic. Donc, on parle quand même de quelqu'un qui a une bonne expérience là-dedans. Et puis, les commissaires là, vont récolter les témoignages des deux équipages qui sont assez contradictoires. Donc, encore aujourd'hui, là, c'est difficile de départager là, les informations là, qui viennent d'un côté ou de l'autre. Et on doit dire que la commission d'enquête se conclut très rapidement à cause de la guerre, là, finalement, qui s'en vient. Donc, on fait ça assez rapidement. Et les commissaires vont porter le blâme sur le Storstad en disant à ce moment-là, c'était le second officier qui était aux commandes du navire et puis il avait reçu l'ordre de réveiller le capitaine s'il y avait du brouillard, ce qui l'a tardé à faire. Donc, comme on a un élément très précis sur lequel on peut mettre le doigt, on va à ce moment-là blâmer le capitaine et l'équipage du Storstad. Je considère qu'au Québec, on connaît très mal notre histoire maritime. Je suis toujours surpris de voir à quel point l'histoire du Québec, finalement, tourne autour de l'histoire du fleuve Saint-Laurent. C'est le Saint-Laurent qui amène cet accès-là au centre du continent, qui a fait que tous les villages se trouvent le long de la vallée du Saint-Laurent. Et puis, on connaît très peu cette histoire-là. Quand on parle de pilotage aux gens, par exemple, sur le Saint-Laurent, il y a encore des pilotes aujourd'hui qui accompagnent les navires. Les gens sont vraiment surpris d'apprendre ça, alors que ça fait partie du quotidien du fleuve Saint-Laurent. Donc, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'éveiller à l'importance de l'histoire maritime du Québec et du Canada. On a beaucoup de difficultés à aller chercher des subventions pour acquérir de nouvelles collections, faire de nouvelles expositions. Il faut se renouveler, sinon le client ne reviendra pas dans notre institution. Il faut vraiment être imaginatif, amener des nouveautés, aller vers des nouvelles technologies. Mais s'il n'y a pas d'aide, on ne peut pas parce que le financement au musée, il est minimaliste. Il ne sert qu'à te sortir la tête de l'eau. Puis, dans notre cas, ça ne représente même pas 10 de notre budget d'opération. Tout le reste provient des droits d'entrée des clients. Donc, une mauvaise saison peut être très difficile pour nous pour les années qui vont suivre. En ce moment, au Canada, il y aurait près d'1 million de descendants de gens immigrés ici sur ce navire-là. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça dépasse largement la nuit fatidique du 28 au 29 mai. C'est une histoire complète de l'immigration au début du 20e siècle qui est liée à l'histoire de l'Empress of Ireland puis de son navire jumeau, finalement. On espère que ça va s'améliorer, mais on a perdu beaucoup au niveau des navires, des anciennes goélettes. Il y a des grandes pertes qui ont été faites. On a perdu des phares. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Donc, il faut travailler à essayer de sauver les installations qui restent rapidement. Puis ça, bien, ça prend... Il faut en parler. Il faut parler de toutes ces installations-là le plus régulièrement possible afin de les mettre en valeur puis faire en sorte que les gens les connaissent et puis qu'ils soient intéressés à les conserver.